Salut tout le monde. Dans un précédent épisode, je vous avais raconté l'histoire du Lady Be Good, un B-24 Liberator retrouvé dans le désert libyen après avoir été porté disparu pendant près de 20 ans. L'agonie de l'équipage avait été retranscrite dans un carnet retrouvé sur la dépouille du dernier survivant, à des dizaines de kilomètres de l'épave de l'avion. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une autre de ces histoires qui montre à quel point le désert est capable d'engloutir des vies humaines pour en recracher les fantômes bien des années plus tard. Allez, c'est parti. Parfois, une aventure humaine commence par un simple concours de circonstances, et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. Tout a commencé à la fin des années 50, alors que la société pétrolière British Petroleum s'était lancée dans une campagne de prospection dans le désert libyen. En février 1959, un géologue anglais faisant un vol de liaison au-dessus du désert, entre deux concessions, a rédigé un rapport faisant lieu de l'épave d'un avion repéré à demi couvert de sable. D'après ce rapport, il semblait s'agir d'un appareil trimoteur de type bombardier à l'allure particulière, mais rien de plus. Et ce rapport va finir dans un tiroir, jusqu'à un nouvel événement quelques mois plus tard. Le 21 juillet 1960, c'est une autre équipe de prospecteurs qui va faire une découverte macabre. À quelques kilomètres de l'aérodrome de Djalo Djabaroud, cette équipe va découvrir au milieu de nulle part les restes d'un corps momifié dans ce qui semble être un uniforme italien. Mais à proximité, aucune trace d'un quelconque véhicule qui aurait pu l'emmener jusqu'ici. Sur lui, on retrouvera quelques objets comme une paire de jumelles, une gourde, un pistolet lance-fusée, une grosse boussole d'aviation et deux montres. La présence d'une douille percutée semble montrer que dans un geste de désespoir, l'homme a tiré un dernier signal avant de s'éteindre. Mais finalement, c'est une simple clé qui va permettre de véritablement lancer l'enquête. Sur l'étiquette qui y était attachée était gravé le code suivant, S79MM 23 881. A partir de là, il n'a pas été difficile de découvrir qu'il s'agissait en fait de l'immatriculation d'un bombardier torpilleur italien, Savoia Marchetti S79 Sparviero, disparu en opération le 21 avril 1941 au retour d'une mission de bombardement au-dessus de la Méditerranée. D'après les archives, l'équipage de 6 hommes était composé du capitaine-pilote Oscar Cimolini, du lieutenant-observateur Franco Franchi, de l'adjudant Cesare Barro, du sergent-majeur opérateur radio Amorino De Luca, du premier aviateur Quintilio Gioselli et du premier aviateur armurier Giovanni Romanini. Rapidement donc, le lien va être fait avec le rapport du géologue anglais et les autorités italiennes vont vite lancer une opération de recherche dans l'espoir de retrouver le bombardier et peut-être même les restes de l'équipage disparu. Une autre coïncidence va se produire à ce moment-là. Il se trouve que le pilote en chef des vols d'Alitalia à destination de Tripoli, qui emmenait l'équipe de recherche de la fondation Lerici de l'école polytechnique de Milan, était lui-même un ancien pilote de SM-79 et vétéran de combat du 278e escadron basé à Benghazi en Libye. Le pilote a donc pu confirmer les activités des bombardiers italiens dans la zone, confirmant encore plus la probable présence de l'appareil dans le secteur. Après quelques jours de recherche, l'épave du Sparviero sera finalement localisée le 5 octobre 1960 à 90 km au sud de là où avait été retrouvé le corps du soldat italien. Émergeant du sable, la bosse caractéristique de l'appareil poli par le sable ne laissait aucun doute quant à la nature du bombardier que les autorités militaires croyaient perdu en mer depuis presque 20 ans. Malgré les parties en toile arrachées par le vent, le reste du fuselage portait encore le nombre 278 qui a permis d'identifier l'unité à laquelle l'appareil appartenait. Les moteurs Alfa Romeo plantés dans le sable, les pales de l'hélice pliées et le train d'atterrissage qui a percé la partie supérieure de l'aile montrent qu'ils ont dû atterrir d'urgence, à l'aveugle et sûrement à court de carburant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les ossements du pilote Oscar Cimolini étaient toujours entassés là, sur son siège, et de nombreuses fractures montrent qu'il avait dû perdre la vie au moment même du posé de l'appareil. À proximité, abrités sous l'aile de l'avion, on retrouvera les restes des deux autres membres de l'équipage, dont les dépouilles non identifiées portaient elles aussi les traces de nombreux traumatismes. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que le premier homme d'équipage retrouvé à 90 km de là sera identifié grâce à une étiquette cachée dans la doublure de son uniforme et portant le nom du premier aviateur Giovanni Romanini. Quant aux deux derniers des 6 hommes d'équipage, malheureusement, personne ne retrouvera jamais leurs traces. Alors que s'est-il passé ce soir du 21 avril 1941 ? Les archives militaires ont montré que l'avion était arrivé à Benghazi en provenance de Catane en Italie le 20 avril 1941, seulement un jour avant sa disparition,
laissant peu de temps à l'équipage pour s'accoutumer à la région. Le 21 avril 1941 au matin, un avion de reconnaissance signale la présence d'un convoi allié au sud de la Crète, composé d'une trentaine de navires accompagnés d'une forte escorte. Pour l'intercepter, deux Savoia Marchetti S-79 du 278e escadron de bombardiers torpilleurs sont partis de leur base équipés de torpilles, avec comme commandant de bord le capitaine Cimolini et le lieutenant Robonnet. Les rapports de mission conservés par le bureau historique de l'armée de l'air italienne permettent de reconstituer la mission. L'avion de Robonnet décolle à 16h40, suivi de celui de Cimolini à 17h25. Le premier bombardier torpilleur arrive en vue de convoi à 19h15 et Robonnet décide d'attaquer l'un des navires du convoi ennemi. Il largue alors sa torpille à 19h28 à 80 mètres d'altitude et à une distance d'environ 800 mètres du navire. Le tir fait mouche, une importante colonne d'eau s'élève au centre du navire qui bascule aussitôt sur le côté. Robonnet revient sans problème sur le terrain de Berca à 21h30. Le navire est présumé avoir coulé. Le bulletin de guerre numéro 322 du 23 avril attribue le naufrage d'un bateau à vapeur de 8000 tonnes au lieutenant Robonnet. En revanche, aucune nouvelle de l'autre avion qui disparaît sans laisser de traces. L'ensemble de l'équipage, composé de 6 jeunes hommes âgés de 25 à 26 ans, a été porté disparu. Une note arrivera le 23 avril 1941 au ministère de la Défense à Rome, disant « Encore un avion disparu, probablement englouti par la mer ». Malgré l'état de la carcasse retrouvée en plein désert, les enquêteurs ne relèvent aucune trace d'impact d'armement, et la mitrailleuse dorsale a été retrouvée en place, avec ses munitions intactes, preuve que l'équipage n'en a pas fait usage. Ils pensent donc plutôt que l'avion a dû connaître des problèmes radio lors de son trajet retour, l'empêchant de communiquer avec son ailier ou la station au sol, et même d'utiliser ses moyens de radiogoniométrie. De plus, de forts vents du nord-ouest assez fréquents dans le secteur auraient pu faire dévier l'avion de sa route, et sans moyen de recaler sa navigation, et sans point de référence au sol pour se repérer à vue, l'avion a dû continuer sa route au-dessus du désert, jusqu'à épuisement de ses réservoirs. Après un posé en catastrophe à 500 km de sa base, il semble donc que le pilote ait été tué sur le coup, et qu'au moins 2 autres membres d'équipage aient subi trop de blessures pour pouvoir se déplacer. Ils auraient alors trouvé refuge sous l'aile de leur avion en attendant en vain que les autres reviennent avec des secours. Le fait qu'on ait retrouvé 2 montres sur la dépouille de Romanini semble montrer qu'au moins un des 2 autres aviateurs disparus les suivit dans son long périple à travers le désert et qu'il soit décédé en route. Malheureusement pour lui, Romanini terminera sa course à peine quelques kilomètres d'une piste caravanière très fréquentée et après avoir raté de peu un grand réservoir d'eau. Il y restera finalement 19 ans avant d'être enfin retrouvé. Les restes des 4 membres d'équipage seront finalement rapatriés en Italie. Les corps des 2 soldats identifiés seront remis à leurs familles et les 2 autres rejoindront le sanctuaire militaire des morts à l'étranger de Bari, où sont rassemblés les restes de 75 000 soldats italiens tombés au combat. L'avion, lui, restera sur place, servant de marqueur à la mémoire des 2 membres d'équipage jamais retrouvés et de tous ceux encore portés disparus en opération pendant le conflit mondial. Enfin, si par hasard vous allez passer vos vacances en Italie, une reconstitution de l'épave est exposée au musée de l'aviation de Volandia près de Milan, réalisée à partir d'une autre épave retrouvée au Liban en 1993. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et quant à moi, en attendant mes prochaines vacances qui ne seront pas en Italie, eh bien je vais continuer à vous préparer de nouvelles vidéos. Alors pour ne pas les rater, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et nous on se retrouve ici la semaine prochaine pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!